industrie qui est très réglementée, puisque c'est une industrie connexe au tabac, en tout cas du point de vue de la loi, et qui touche évidemment à la santé des usagers. On va en discuter maintenant avec 3 spécialistes. Avant de les présenter, vous verrez aussi au fur et à mesure sur l'écran des dessins se réaliser. On a avec nous un graphiste en direct qui synthétise la discussion, la pensée. Voilà, pour nous permettre de pour nous permettre de mieux intégrer le sujet. Vous voyez, là, on a déjà ça. Comment réglemente-t-on la vape en France? Avec nous cet après-midi, on a 3 spécialistes. On a tout d'abord Cédric Mérino du laboratoire LIPS. Nous avons ensuite Jean Moiroux qui est président de la FIVAP. Et nous accueillons Olivier Marcel qui travaille chez Alpha Liquide. Je vais peut-être vous laisser vous présenter chacun en 1 ou 2 minutes. La parole est à toi, Cédric. Alors, Cédric Mérino-Riochet, il ne faut pas oublier le Riochet quand même. Et je suis le cofondateur du laboratoire LIPS France. Et on travaille, on a fêté nos 10 ans il y a quelques mois, comme le Vape Expo. Et on distribue différents produits, différentes marques. Et on est spécialisé aussi dans les analyses, les notifications TPD pour nous, pour des confrères, pour des partenaires. On a un laboratoire qui fait aussi de l'analyse phytosanitaire et on est spécialisé également dans le CBD, le CBD et la cosmétique, mais évidemment tout ça sans combustion. Merci beaucoup. Jean Moiroux, un petit mot. Bonjour. Donc Jean Moiroux, le président de la FIVAP, Fédération interprofessionnelle de la vape, qui représente les boutiques spécialisées et les fabricants de liquides indépendants de l'industrie du tabac. C'est une fédération interprofessionnelle qui rassemble donc 2 professions principales et également fabricants de liquides avec la marque FU depuis 2012. Voilà, fabricants de produits destinés à accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. Merci beaucoup. Et Olivier Marcel de Alpha Liquide. Donc bonjour, Olivier Marzel, je suis l'actuel gérant de la société Gaëtren qui détient la marque Alpha Liquide, célèbre marque, parce qu'on fait partie de la plus vieille, enfin on est la plus vieille marque de France vu qu'on a fêté nos 15 ans l'année dernière. Et donc c'est mon père Didier Marzel qui a fondé cette entreprise parce qu'il avait la volonté que ses 2 enfants arrêtent le tabac. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être là pour cette table ronde. Donc, on va pouvoir aborder notre sujet. La question de la réglementation, elle est complexe parce qu'évidemment, on pense aux menaces. Mais en même temps qu'il y a des menaces, c'est aussi un terrain d'opportunité, la réglementation, parce que ça rassure, ça permet de sécuriser le marché. Ça permet de nous protéger, nous, professionnels de la vape, de protéger les clients. Je vous propose qu'avant d'aborder peut-être la question en fait, des menaces liées à la réglementation, on aborde déjà un état des lieux de la réglementation en France qui encadre cette pratique de la vape et puis d'y voir aussi peut-être les aspects positifs. Jean, tu vois, je pense que tu vas enchaîner là-dessus. La réglementation, elle date de 2016, elle s'appelle la TPD. Je vais te laisser rentrer dans les détails. Oui, disons que les paramètres réglementaires en France actuellement, ils sont entrés en pleine fonction en 2016 suite à une phase de transposition de la directive européenne. C'est une directive qui a été transposée par d'autres pays d'Europe. Il a été laissé la charge aux États membres d'opérer des ajustements, de prendre certaines libertés aussi avec le texte européen. C'est le principe des transpositions. Et la transposition en France s'est fait assez différemment des transpositions qu'il y a eu dans d'autres États membres. Et la nature et les paramètres de cette transposition expliquent en partie la dynamique persistante, militante du marché français actuel, qui se trouve quand même sacrément isolé des autres pays d'Europe maintenant. On n'observe pas de salon de la profession aussi resplendissant que Vapexpo dans d'autres pays. Et quels sont les paramètres de cette réglementation? Principalement en France, il y a des obligations qui sont celles de l'étiquetage des produits nicotinés. Voilà, c'est vraiment la réglementation française ne concerne que les produits nicotinés, les e-liquides notamment, avec des avertissements sanitaires qui sont apposés sur les packaging, quelques interdictions qui concernent le marketing, l'étiquetage, etc. Des interdits sur certaines molécules aussi, la taurine, la caféine, des choses comme ça.
Une réglementation aussi sur la publicité. Il est interdit de faire de la publicité pour les produits du vapotage en France, en dehors de la communication entre professionnels, par exemple. Les produits du vapotage sont interdits de vente aux mineurs. Voilà. Il y a des interdictions aussi sur les boutiques spécialisées. On ne peut pas voir d'éléments publicitaires depuis l'extérieur des boutiques. La vente en ligne est autorisée. C'est un secteur qui est très dynamique dans notre filière. Il y a des acteurs qui dominent ce marché-là. On peut avoir un avis là-dessus, sur la vente en ligne par rapport à la distribution physique. C'est logique de s'interroger là-dessus. Mais en France, en tout cas, ce sont deux secteurs qui cohabitent et qui sont très dynamiques. Et puis, il n'y a pas eu vraiment de changement depuis 2016. Donc, les paramètres réglementaires ont été intégrés par l'industrie, qui aujourd'hui fabrique des produits conformes, qui sont mis entre les mains des vapoteurs de la même manière depuis plusieurs années. Ce qui fait qu'il y a une grande stabilité sur le marché français. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des menaces à côté. Cédric? Rien à ajouter sur la TBD. Effectivement, on a entendu parler beaucoup de la vape ces derniers temps dans les médias. Bon, c'est toujours à charge, hein, c'est toujours très sympa pour les médias, TF1, France 2, etc., de mettre en avant des sujets un peu racoleurs sur les puffs qui vont targeter les adolescents, etc., etc. Juste ce qu'a rappelé Jean par rapport à une législation qui date de bien longtemps, à savoir la loi E20, qui a été retoquée et on va dire complétée par la loi de santé de 2016. Les puffs sont interdites à la vente aux moins de 18 ans. Donc que ce soit chez un buraliste, chez Jiffy, à la foire fouille ou dans un vape shop. Donc ça a fait beaucoup de mal à la filière. Le problème de la puff, il est double. C'est qu'effectivement, ça permet d'avoir un petit device dans la poche, il y a plein de goûts attrayants, etc., etc. Mais ça permet aussi à des gens de mettre un premier pied dans la vape pour un device qui va coûter entre 8 et 10 euros. C'est pas la solution, c'est pas écologique, c'est une hérésie. On met que 2 ml et derrière il y a une batterie au lithium qui finit à la poubelle. C'est une bêtise monumentale, mais parce qu'il y a un mais positif, il est tout petit. Ça a permis à des gens de passer ensuite, avec les conseils de professionnels dans les vape shops, de passer sur des dispositifs remplissables et rechargeables. Voilà. Donc on va revenir un petit peu, je pense, sur le cadre réglementaire, parce que je pense que Jean est plus affûté sur les derniers textes qui ont été décidés au cours de la semaine ou de la semaine dernière. Mais il y a à boire et à manger. Donc si je ne me trompe pas, c'est actuellement au Parlement, c'est passé devant l'Assemblée, ça doit passer devant le Sénat, avec peut-être un projet, mais théorique en tout cas, d'interdiction des puffs à l'horizon de l'été 2024. Mais peut-être Olivier, tu peux nous éclairer sur la situation. Après, je voudrais peut-être compléter ce que Jean a dit, parce que moi je pense que le marché français a une chance par rapport à la réglementation. Clairement, la TPD, elle légifère la partie Europe, mais moi qui est présent dans à peu près plus d'une vingtaine de pays européens, on a une chance inouïe en France. Pour moi, c'est la réglementation la plus light. Effectivement, hein, on a eu pas mal de choses à mettre en place, hein, l'interdiction de la publicité, des contenances limitées par rapport à la nicotine, etc. etc. Mais on a, par exemple, il y a quelque chose de très fort dans la réglementation, c'est des coûts de notification. On n'en a pas parlé. Pour vous donner un exemple, en France, c'est gratuit quand on notifie nos produits nicotinés. Au Luxembourg, c'est 5 000 € la référence. Alors ça ne l'a pas toujours été. Non, ça ne l'a peut-être pas toujours été. La FIVAP s'est battue pour faire tomber cette taxe, pardon. Mais dans d'autres pays, c'est très restrictif. L'exemple du Luxembourg, c'est 5 000 €. Aujourd'hui, moi, je veux lancer une saveur fraise au Luxembourg en 5 taux de nicotine. J'en ai pour 25 000 €. La Belgique, il y a un coût. L'Italie, il y a un coût. Il y a plusieurs pays européens où il y a des coûts. Donc, ce qui peut aussi restreindre, nous, fabricants de liquide, restreindre l'accessibilité aux consommateurs, etc., etc. D'autres pays ont été plus restrictifs sur d'autres sujets. Notamment, la grande nouveauté, la grande demande en Europe, c'est la fiscalité des produits. On va l'aborder, on en a parlé en préambule.
Mais la Belgique, depuis le 1er janvier, pour ceux qui sont présents et ceux qui connaissent un peu le marché belge, ben, c'est coller un timbre fiscal sur des petites boîtes d'e-liquide. Donc coller des timbres fiscaux sur des boîtes de 10 ml, vous voyez tous la taille, c'est très sport. C'est très sport. Moi, la Belgique représentait un fort chiffre d'affaires. On nous a laissé très peu de mois pour nous mettre en conformité. Et se mettre en conformité, c'est entrepôt fiscal, c'est commander les timbres, faire des déclarations auprès des douanes, bloquer énormément de trésorerie sur un compte bancaire, etc. etc. Je vais très vite, mais c'est tendu. Donc la réglementation peut avoir du bon, peut avoir du mauvais. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, en France, on a de la chance et il faut en profiter. On en a de la chance. Jean Moiroux, je sais que tu dialogues dans le cadre de la FIVEP avec les pouvoirs publics. C'est quoi la tendance générale ? On disait à l'instant avec Olivier qu'on avait plutôt de la chance, on a plutôt un cadre réglementaire qui permet des opportunités. Est-ce qu'on va vers du plus restrictif ? Est-ce qu'on va vers une bonne intelligence ? Est-ce qu'on va vers une libéralisation ? De manière générale, on va toujours vers le plus restrictif. C'est dans ce sens-là que ça va. Les scénarios des possibles sont toujours à peu près connus, d'une part parce qu'il y a d'autres pays qui appliquent des réglementations avant nous, donc ça va servir un peu de laboratoire pour pouvoir observer ce qui peut se passer. Et puis parce que les thématiques sont sur la table, les arômes, le paquet neutre, les puffs, les taxes, tout ça, on connaît les sujets. Et l'objectif, quand on fait un travail de représentation syndicale, quand on interagit avec les pouvoirs publics, c'est d'essayer de agencer tous ces paramètres pour retarder le plus possible les scénarios avec les aspects les plus négatifs et les plus toxiques pour notre industrie. On représente une filière économique, on veut pouvoir avoir des possibilités pour pouvoir créer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir pousser les produits le plus loin possible entre les mains des bonnes personnes. Et c'est assez compliqué d'arriver à apporter des éclairages aux décideurs politiques pour les amener à prendre les bonnes décisions. Il y a aussi des influences qui sont extérieures. Il y a des enjeux politiques, il y a des agendas, il y a des industries qu'on dérange. L'industrie du tabac a beaucoup perdu depuis 10 ans avec l'arrivée des produits du vapotage. C'est les grands perdants du vapotage. C'est les parts de marché, on va dire, qu'on leur prend. C'est normal qu'ils aient des stratégies qui visent à influencer la réglementation, principalement pour la raffermir. Parce qu'on voit bien avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que la réglementation peut être un facteur de consolidation d'une industrie qui peut rassurer les entrepreneurs et leur donner de la vision sur l'avenir, mais la réglementation peut aussi empêcher les industries de s'exprimer et réduire les possibles qu'on peut faire autour d'une catégorie de produits. C'est vraiment cette balance entre le bénéfice d'une réglementation stable et les risques que peut présenter une réglementation trop extrême qui sont au centre de la réflexion. Et aujourd'hui, le contexte est plutôt un rapprochement des menaces et des scénarios toxiques pour notre industrie. On l'a vu récemment avec la publication du Programme national de lutte contre le tabac, qui est un document qui encadre l'action publique autour de la lutte contre le tabac pour un cycle de 4 ans. Il a été mis à jour récemment. On a passé beaucoup de temps dans nos rendez-vous institutionnels en 2023 pour préparer tous les opérateurs qui allaient intervenir sur ce dossier, le ministère de la Santé, Matignon, l'Élysée. On est monté assez haut en expliquant comment était la filière du vapotage, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à la santé publique, quelles étaient les spécificités des produits, parce que le sujet étant technique, il faut aussi faire de la pédagogie avec un personnel politique qui n'est pas toujours au fait de comment ça fonctionne, de pourquoi ça fonctionne. Ils s'adressent à tous les sujets, eux. Donc quand on arrive avec un sujet, il ne faut pas attendre du personnel politique un niveau d'expertise qui leur permette de comprendre tout de suite les enjeux. Donc on a fait cet effort de pédagogie en 2023 et on s'est rendu compte sur les derniers mois de l'année, à la charnière de l'année 2023 et 2024, qu'on avait perdu beaucoup de terrain suite à la polémique sur les puffs qui a influencé énormément le débat public et qui a nourri un peu les agendas politiques, et que la politique politicienne, si j'ose dire, a utilisé le vapotage, non pas pour le traiter comme un sujet de santé publique légitime, mais pour le mobiliser dans des plans d'action pour faire avancer l'action du parti politique majoritaire, on va dire. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Jean. La problématique aussi pour nous de discuter avec des politiques, c'est que les politiques, ils changent tout le temps, avec les gens qui sont à la tête des cabinets,
leurs adjoints, etc. etc. Et la FIVAP, c'est notre rôle de discuter avec les politiques, leur expliquer le contexte, les risques, les menaces par rapport à notre métier, d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, mais aussi du côté utilisateur. Et Agnès, qui était sur le plateau là tout à l'heure, a dû l'évoquer, qui est lobbyiste et qui travaille pour la FIVAP. Pour nous, c'est une tannée dans la mesure où les interlocuteurs ne sont jamais les mêmes. Et quand on évoque un sujet, ça reste dans un placard et ça monte jamais d'un cran. Et au final, personne ne prend une décision. Alors il y a un espèce de livre blanc, le PNLT, là, qui a été décidé sur plusieurs mois. Et ils n'ont pas écouté nos recommandations. Pas du tout, pas du tout. Et ils ont même annoncé des choses au dernier moment, type le paquet neutre, alors que 24 heures avant, ils nous avaient dit non, mais le paquet neutre, même pas en rêve, ce ne sera jamais le cas. La réduction ou les interdictions des arômes, ça n'a pas de sens. Et hop, c'était dans le document. Alors que la veille, ils avaient dit tout le contraire. Donc on marche sur la tête avec une ancienne première ministre qui est vapoteuse, un actuel Premier ministre qui est vapoteur. En fait, c'est quoi l'histoire? En fait, il y a juste les gens du gouvernement qui ont le droit de vapoter. Et on nous interdit après. C'est quoi l'histoire? Olivier. En fait, je crois qu'on pourrait compléter ce que Cédric vient de dire par le fait que le gouvernement soit omnibulé, que nous, producteurs de vapote, allons créer une nouvelle génération de fumeurs. C'est vraiment à chaque fois ce qu'on nous a mis en face du nez lors de négociations, parce que, encore une fois, ce gouvernement pense qu'il y a un attrait des jeunes vers la vape, et que ces jeunes, une fois qu'ils seront vapoteurs, vont devenir des fumeurs. Or, il y a de nombreuses études qui démontrent totalement l'inverse. Chaque année, il y a ces études qui montrent qu'au final, le vapotage ne grandit pas chez les jeunes. Certes, il y a eu l'amalgame des puffs, mais encore une fois, ça a été évoqué avant. C'est interdit aux moins de 18 ans. Si tout le monde avait fait le job, il n'y aurait pas eu cette polémique. Et aujourd'hui, le gouvernement se cache derrière ça, ou se cache derrière le marketing qui attire les jeunes ou des saveurs trop exhibitionnistes, j'en sais rien, sucrées, qui permettraient cette entrée. Et encore une fois, c'est absolument pas démontré. Et on nous rabâche à chaque fois ça. Ce qui est une aberration, parce que, j'aimerais le rappeler, la vape est un produit de sevrage. La plupart du temps, et encore, moi je peux même apporter des statistiques parce que j'ai aujourd'hui quelques magasins qui démontrent l'inverse, ça n'attire que des fumeurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans un magasin, bonjour, je ne suis pas fumeur, j'aimerais me mettre à la vape. Non, jamais. Donc encore une fois, le gouvernement pense des choses, nous on a des choses à démontrer qui sont à l'inverse de ce qu'il pense, et malheureusement on ne trouve pas de consensus. Est-ce que la solution... Pardon, Jean. C'est marrant, mais c'est exactement ça. Et pour vivre depuis maintenant plus de 8 ans la situation de me retrouver régulièrement en rendez-vous avec des décideurs politiques, que ce soit dans les cabinets des ministres ou des députés, des sénateurs, ce sont des néophytes du sujet régulièrement. Et ce que tu expliques sur l'effet passerelle, par exemple, le fait qu'on imagine que la vape puisse conduire au tabac, c'est un sujet qui échappe à une certaine forme de rationalité. C'est-à-dire que quand bien même il y a des études très structurées qui montrent d'une part, par exemple, que la vape ne conduit pas au tabac, quand les statistiques, les observations épidémiologiques montrent la même chose, c'est-à-dire que le tabagisme a baissé grandement chez les plus jeunes alors que le vapotage a un petit peu augmenté. Si le vapotage conduisait au tabac, le tabagisme n'aurait pas baissé. Je veux dire, c'est no-brainer. Et ben, en fait, les gens qu'on fasse dans la nuit ont une intuition là-dessus. On se dit, quand on est non-fumeur, quand on est extérieur au sujet, que c'est logique. Voilà, le cerveau cherche à faire des liens de cause à effet, des causalités, et ça, c'est typiquement une fausse causalité. Mais c'est une configuration psychologique qui est extrêmement difficile à retourner. C'est très dur de faire changer d'avis les gens là-dessus, quand l'intuition d'un non-fumeur qui ne connaît pas le sujet, qui ne partage pas l'intimité de la douleur, de l'addiction au tabac, c'est très difficile de le faire changer d'avis. Pour avoir fait face régulièrement à des décideurs politiques, en leur montrant blanc sur noir la science, en leur expliquant clairement et posément comment ça se passait,
je suis très rarement arrivé à leur faire changer d'avis là-dessus. On a souvent l'impression, honnêtement, je vais utiliser une image un peu choc, mais vous allez comprendre, on a vraiment l'impression de discuter avec des platistes qui nous disent non, non, mais la Terre est plate. Non, mais on vous prouve. Vous voyez, on a des satellites, elle est ronde, elle est tout. On a des preuves, on a des études, on a. Non, non, elle est plate. Elle est plate. Et c'est difficile parce qu'en plus, les interlocuteurs changent tout le temps. Tout le temps. Alors on y arrive quand même. Hein. On y arrive quand même. Ce qu'on fait ne sert pas à rien. Non, heureusement. Il y a quand même des gens qui sont ex-fumeurs. Et je suis désolé, c'est extrêmement concret, mais quand nos interlocuteurs sont eux-mêmes sortis du tabac avec la vape ou avec une autre méthode, on n'a pas les mêmes personnes en face de nous. Voilà, il y a une intimité avec la mécanique de l'addiction et le discours passe mieux. On a aussi des gens qui sont très sensibles au thème plus général de la réduction des risques, qui sont déjà intervenus dans les années 80 et 90 sur le préservatif, les seringues à usage unique en pharmacie, des thématiques voilà, de MST, etc., où ils ont dû faire progresser des sujets autour de produits de réduction des risques, mais pas le vapotage évidemment, et où ils ont réussi, et qui sont dans les administrations et les ministères, et qui, eux, comprennent que le vapotage, c'est comme le préservatif ou la ceinture de sécurité. Là aussi, ça fait une grande différence. Et même si parfois, ils changent et on doit refaire le travail avec leurs successeurs, ils se retrouvent parfois dans d'autres administrations et d'autres bureaux. Et donc, on n'a pas à refaire le travail. Je prends l'exemple du professeur Benoît Vallet, qui était le DGS à l'époque, avec lequel on a transposé la directive sur les produits du tabac, qui explique aujourd'hui que le marché aille bien quand même. Aujourd'hui, il est à la tête de l'ANSES, qui est l'autorité de contrôle et de toxicovigilance sur les produits du vapotage. C'est le président de l'ANSES. On a donc une oreille un peu plus attentive de ce côté-là. En tout cas, un climat d'échange qui est propice avec des gens qui comprennent nos enjeux. Donc, la stratégie pour la FIVAP et pour le lobbying de la vape indépendante, c'est aussi de faire des stratégies d'alliés parce que, eh bien, il y a plein d'acteurs sur cet échiquier et il faut qu'on s'adresse à eux pour changer. Enfin, c'est un travail qui est c'est comme Sisyphe avec la pierre, hein, effectivement, elle retombe de l'autre côté de la montagne, mais il faut se remettre en selle parce qu'en même temps, on est porté par une dynamique industrielle et un produit de santé publique absolument génial. Et on a beau être devant vous aujourd'hui avec voilà, 10 ans dans les pattes et plus pour Olivier, 15 ans, avec une incertitude constante en nos qualités d'entrepreneurs, mais porté par la flamme de ce produit génial. Et puis, Jean, qu'est-ce qu'on préfère ? Que nos jeunes y fument ou que nos jeunes y vapotent ? Alors, il conviendrait de dire que vaut mieux rien commencer. Mais aujourd'hui, on sait tous que le tabac, c'est un fléau. Donc, si à un moment donné, les jeunes sont pris au piège avec le tabac, il vaudrait mieux que les parents nous les amènent parce qu'il y a des solutions pour ces jeunes. Le problème, c'est qu'on a le droit de le penser, mais si on le dit, on se fait taper dessus. Non, moi je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire. Ouais. On s'autorise à dire aujourd'hui beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Ouais. Je me souviens d'une époque où on hésitait à dire que vapoter, ça permettait d'arrêter de fumer. Parce qu'il y avait eu cette recommandation de la NSM qui disait que seul un médicament pouvait prétendre à un effet. Aujourd'hui, on a préempté cet élément de langage parce qu'en notre âme, on sait qu'il est légitime. Et par contre, on est prêt à aller au carton pour se défendre là-dessus. Il faut aussi de la prise de risque. C'est le principe d'une réglementation, je voulais dire ça tout à l'heure. La réglementation, on a vu que quand elle est assez permissive, elle permet le développement d'une industrie avec toutes ses facettes et ses spécificités. Certes, le niveau de concurrence est élevé, c'est mécanique, mais par contre, ça permet l'émergence de plein de dynamiques positives. C'est aussi parce que la réglementation est permissive qu'il y a des marges intéressantes dans notre marché. Une fois qu'il y a une réglementation qui est trop restrictive, avec des timbres fiscaux, avec tu parlais de la difficulté à coller un timbre sur une petite boîte. Ça, un petit acteur qui veut se lancer là-dessus, il n'a plus accès au marché. C'est des éléments de verrouillage du marché et ça aboutit systématiquement à des oligopoles, à des mécaniques dans lesquelles l'industrie du tabac est tout à fait à son aise, où les spécificités techniques du produit se retrouvent réduites, son efficacité aussi, et où une dynamique de filière comme la nôtre n'est plus possible. Donc la réglementation, quand elle est light, certes, il y a de la précarité et de la concurrence, ce n'est pas toujours agréable au quotidien pour les opérateurs, mais par contre, elle permet le développement quand même d'une filière pérenne. Et en plus, quand il y a une association professionnelle, je dirais avec un niveau d'éthique fort,
qui met en avant des bonnes pratiques, ça accompagne globalement ce mouvement vers le haut et ça évite globalement les débordements, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les allées du salon. Je vais rebondir tout à l'heure sur ce que tu disais, Cédric, à propos de la puff. Donc, tu disais aussi, Jean, que c'était un sujet qui nous avait fait un peu régresser en termes de combat de société, puisque ça a montré en quelque sorte le pire vis-à-vis de l'industrie de la vape. La question, c'est, et c'est là où Cédric t'es intervenu, tu disais oui, mais c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc en fait, comment les acteurs de l'industrie de la vape peuvent faire en sorte d'éviter ce genre de crise? Est-ce que notamment la question de la vente sur Internet ne devrait pas se reposer de telle sorte que Non. la vente soit réellement contrôlée? La vente des puffs dans les réseaux de distribution vape, boutiques spécialisées, Internet, elle est anecdotique. Globalement, c'est moins de 3% du chiffre d'affaires. Et depuis que les annonces d'interdiction sont sorties, elle a disparu. Parce que forcément, pour se lancer dans la puff, il faut faire de gros investissements. C'est un produit périssable dont les batteries se déchargent progressivement. Aujourd'hui, je ne connais pas un opérateur du secteur qui va prendre le risque de se lancer dedans. Donc il a suffi d'une rumeur d'interdiction pour tarir le produit dans notre filière. Par contre, élargir la question des puffs au circuit de distribution de manière inadéquate, ça présente un grand risque. Aujourd'hui, Internet n'est pas une menace pour la jeunesse à cause des puffs. Internet est un élément de consolidation de la filière qui fait une concurrence aux boutiques spécialisées. C'est un paramètre de marché, mais qui par contre contribue grandement à rendre le produit accessible dans des zones isolées, etc. Je pense par contre que si on parle des circuits de distribution, s'il fallait imaginer un monde dans lequel la puff ne serait vendue que dans des boutiques spécialisées, on pourrait en conserver les attraits, c'est-à-dire ce form factor un peu déclic pour certains profils de fumeurs qui ne sont pas technophiles, qui permettrait de découvrir les sensations du vapotage. Et au sein de la boutique physique, quand ils viendraient se réapprovisionner, ils pourraient trouver un conseiller expert qui pourrait les faire basculer à court terme sur un équipement remplissable. Le sang dans notre filière, ce sont les équipements remplissables. Voilà. Les systèmes ouverts, les bouteilles, les équipements type box avec des réservoirs, etc. Ces équipements demandent un conseil pour être bien adressés aux fumeurs, pour efficacement les aider à arrêter de fumer. C'est ça qui fait la richesse de la filière, les systèmes ouverts. On doit se battre pour les systèmes ouverts. Et le débat sur les puffs et tout ce qu'il a engendré dans l'espace public comme écho négatif dans les médias, la grande crainte et la grande menace, c'est si ces éléments de langage, menaces sur les jeunes, effets passerelles, etc., sont élargis de manière maladroite aux autres typologies de produits, c'est là qu'est le risque. Il faut qu'on sacralise les systèmes ouverts. C'est ça le plus important. Et on doit commencer à faire de la pédagogie autour des différentes typologies de matériel pour amener les décideurs politiques à faire vraiment la ligne rouge infranchissable. On ne touche pas aux bouteilles, on ne touche pas aux systèmes ouverts, on ne touche pas aux boutiques spécialisées. Cédric. Oui, je voulais juste parler d'une problématique, on va dire, de verbatim qui est utilisée aujourd'hui par les pouvoirs publics vis-à-vis du vapotage. C'est que avant, on disait, bon, le vapotage, c'est pour arrêter le tabac. Et on n'avait pas toujours une bonne presse par rapport à ça. Et aujourd'hui, en fait, on nous critique dans notre métier et dans nos activités par rapport à la nicotine. Donc, on a mélangé, si vous voulez, la solution et le problème. Et aujourd'hui, on est bien embêté avec ça, c'est-à-dire que même dans le cadre du PNLT, en fait, on ne fait plus la chasse au tabac, on ne fait plus la chasse à la combustion, on fait la chasse à la nicotine. La nicotine, je vous rappelle juste que 80% des Français pensent que c'est une molécule cancérigène, alors que ça doit être à peu près la seule qui ne l'est pas dans une cigarette. Voilà. Donc effectivement, elle est addictive, comme la théine, comme la caféine. Mais bon, j'ai été briefé, il paraît qu'il ne faut pas citer trop de noms de molécules, donc on va éviter de parler des... on peut parler quand même du monoxyde de carbone, des aldéhydes, etc., qui sont générés pendant la combustion. Mais ces produits-là, qui sont des additifs, qui sont dans les cigarettes et qui sont fabriqués par les cigarettiers, font tout pour vous rendre addict. Et en fait, ce qui vous rend le moins addict dans une cigarette en mode combustion, c'est la nicotine. Et pour sortir effectivement de ce cadre, le vapotage, qui va cibler uniquement la molécule qui va agir sur les récepteurs du cerveau, est super efficace dans la mesure où moi je considère qu'un client, quand il n'est plus client, j'ai gagné mon pari. Et donc,
le rôle des professionnels de la vape, les vape shops principalement. Je sais qu'il y a aussi des bureaux de tabac qui sont en train de se professionnaliser par rapport à ça, avec des formations qui sont très bien faites, je pense à LGF notamment, accompagne une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Accompagne en fait les fumeurs vers des hauts taux de nicotine, parce que la nicotine, c'est la solution, et on diminue progressivement. C'est un peu comme l'alcool, voilà. Vous étiez un peu alcoolique à boire une bouteille de vin tous les soirs. Ben, dans le temps, au bout d'un an, vous buvez un verre ou deux le week-end avec vos copains. Et vous diminuez progressivement. Donc la nicotine n'est pas la problématique, c'est la solution. Olivier Martial. Alors juste pour revenir au sujet de la réglementation, parce qu'on s'est un petit peu éparpillé, mais Cédric, il a raison. On ne peut pas faire de publicité aujourd'hui à cause de la réglementation, mais c'est là du coup où interviennent les points de vente physiques ou les sites spécialisés, peu importe, parce que les magasins ont un rôle essentiel à jouer dans l'information auprès des consommateurs. Aujourd'hui, 83% des Français pensent que la nicotine est cancérigène. À nous, magasins spécialisés, à nous, acteurs du web, de modifier ça et d'apporter de nouveau la vérité. De toute façon, sans les magasins, sans l'accompagnement des consommateurs, on n'arrivera pas à changer cet écosystème. Je voudrais juste rappeler un chiffre. Il y a 83% des fumeurs qui ont besoin de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour arrêter le tabac. Alors, effaçons santé. Devenons ces magasins spécialisés qui accompagnent les gens, parce que c'est comme ça que les gens vont s'en sortir. Se dire demain je me mets à la vape sans accompagnement, c'est presque impossible. C'est un produit qui reste tout de même technique. Là, Cédric, qui soulignait avant, la puff a apporté quand même une forme de facilité dans le marché, parce que en gros tu cliques, tu vapes. Je la fais courte. On efface tout le problème sanitaire, écologique ou des arômes, mais ça a permis quand même à des gens de se mettre facilement à la vape. Il est important d'accompagner les gens, parce qu'il y a une batterie, il y a un cliromiseur, il y a des résistances à changer, il y a un choix dans les arômes. On va peut-être parler des arômes, c'est primordial dans l'accompagnement. On ne peut pas arriver à une liste restrictive des arômes, parce qu'il y a des gens qui sont fumeurs depuis 40 ans qui ne voudront pas un arôme tabac. C'est une certitude. À l'inverse, il y a des gens qui vont vouloir des produits, des saveurs tabac pour sortir. Donc, c'est aussi grâce à notre largeur de catalogue qu'on permet à des fumeurs de sortir du tabac. Donc, encore une fois, le magasin a un rôle primordial à jouer. Le site internet aussi, parce qu'il communique d'une autre manière auprès de ses consommateurs. Donc, encore une fois, la réglementation nous a peut-être muselés, mais en magasin, on peut presque faire ce qu'on veut. Est-ce que, Olivier, je crois que tu as une expérience aussi internationale grâce à Alpha Liquide. Tout à l'heure, tu nous parlais des Pays-Bas. Tu disais, est-ce que tu peux nous éclairer? Il s'est passé quoi aux Pays-Bas avec la question des arômes? On a parlé d'une liste restrictive. Alors, Jean, je vais parler sous ton contrôle, mais je crois que c'est le pays qui morfle le plus en Europe. Parce que si je ne me trompe pas, il y a eu paquet neutre, il y a eu taxation des liquides et tout récemment flavor ban, donc c'est-à-dire interdiction de certains arômes. Et ils sont allés encore plus loin parce qu'ils ont carrément publié une liste restrictive qui autorise 17 molécules, non, si je ne me trompe pas. Donc en gros, aujourd'hui, un aromaticien, il ne fait rien avec 17 molécules. Alors là, on arrive sur la question de la technique. Ça nous connecte aux menaces. Je vois le panneau sur l'infographie. La question des arômes, c'est une menace. Il y a peu de pays en Europe qui ont travaillé sur l'interdiction de catégories d'arômes ou une réglementation spécifique qui porte sur les arômes, mais il y en a. Le sujet est clairement sur la table. Il est tellement sur la table qu'il est dans le PNLT. Donc, ils vont en parler en France dans les 4 prochaines années, pas forcément la semaine prochaine, peut-être dans 1 ou 2 ans. On essaye de retarder cette échéance, évidemment. La question, c'est de savoir comment réglementer les arômes sans causer de dommages dans la filière. C'est ça. Si jamais nous avons le couteau sous la gorge et nous sommes obligés d'aller à une table de négociation pour aborder le sujet et que c'est inévitable, on y arrivera. On va se battre pour qu'il n'y ait aucune restriction là-dessus. Mais si nous sommes amenés à le faire, la question du comment est fondamentale. L'exemple des Pays-Bas, c'est le pire exemple. Réglementer les arômes en autorisant 17 molécules à partir desquelles on peut fabriquer du liquide, c'est la fin de cette industrie, parce qu'avec ces 17 molécules, on peut faire d'une part à chaque fois la même chose, donc sans diversité,
plus d'acteurs économiques, avec quelques produits à peine sur le marché. Il n'y a plus de justification pour une boutique spécialisée dont l'essentiel du travail est de flécher sa clientèle fumeuse vers les bons produits qui leur conviennent. Mais pour les flécher vers ces produits, il faut qu'il y en ait. Donc ça, c'est la pire méthode. Ensuite, il y a le scénario où on annule tous les arômes sauf le goût tabac et le goût menthe. C'est moins pire, mais c'est quand même pas suffisant pour assurer la persistance de la filière que nous avons en France. Donc ça, c'est un truc à éviter absolument. Ensuite, une étape, scénario des possibles, c'est une réglementation qui porterait sur certaines catégories d'arômes seulement. Et c'est là qu'on a un gros red flag suite aux discussions sur les puffs, parce qu'on commençait à arriver dans le discours ambiant l'idée selon laquelle les arômes spécifiquement qui concerneraient la confiserie, par exemple, présenteraient un risque qui justifierait qu'on les interdise. Ça pose évidemment le problème de leur ciblage et de leur distinction. Qu'est-ce qu'un arôme confiserie? Est-ce que c'est juste sa dénomination? Est-ce que c'est juste sa formule? Comment différencier une fraise d'une fraise tagada? Va-t-il y avoir une administration spécialisée chargée d'évaluer toutes les fraises de France pour savoir si elles sont tagada ou pas? C'est un sujet évidemment qu'on veut éviter. On est en train de se positionner sur des scénarios de contingence qui ne sont pas des choses que nous voulons, mais auxquelles nous nous préparons. Par exemple, avec des listes positives de molécules qui seraient interdites dans les liquides. Tout est autorisé, à part certaines molécules qu'on écarte officiellement dans la loi, mais pour des raisons sanitaires, pour des raisons de toxicologie. Oui, c'est clair. Ça, c'est un travail Oui. qui permet de tirer la filière vers le haut, qui améliore la qualité des liquides et qui, pour le coup, est complètement connecté à une amélioration continue de nos produits sans endommager la diversité et l'impact que les produits peuvent avoir sur les fumeurs. Voilà la position qu'on pourrait tenir si jamais demain on devait être amené à parler de cette question. Ça nous semble constructif. On va essayer de faire avancer cette idée-là. Pas trop vite non plus, parce que pour l'instant, ça va quand même pas trop mal. On en revient, moi je pense qu'on en revient au même problème. Cédric l'a dit avant, c'est qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, que ce soit France, autres pays ou Europe, nous pondent des lois par méconnaissance. Totalement par méconnaissance. J'ai encore eu un débat la semaine dernière avec une infirmière qui me dit ah non, la vape c'est dangereux, je veux rien savoir, c'est tabou, c'est impossible d'aider les gens à sortir du tabac. Mais en fait, elle n'y connaissait rien. Elle n'y connaissait strictement rien. On a un rôle à jouer aussi auprès de ces gens-là, de les inviter soit dans nos entreprises, dans nos usines, on est fabricant de liquide, et on fabrique du liquide avec beaucoup de garanties sanitaires derrière. Moi, je connais mes deux acolytes à côté, là, on a des laboratoires presque pharmaceutiques. On a beaucoup investi dans nos usines. Nous, dès le départ, quand on a monté cette entreprise avec mon père, on s'est dit, la vape, ça va dans les poumons, poumons égale santé, ben, faisons les choses correctement. On a un devoir aussi auprès des consommateurs de leur fournir des produits de qualité avec des garanties sanitaires. Nos entreprises s'assurent avec des assurances de responsabilité civile sur les produits. Ça nous coûte très très cher parce qu'on accompagne les gens et on apporte des garanties. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics n'y connaissent rien, nous pondent des lois et il faut qu'on essaye de faire changer tout ça. Et je pense que les Pays-Bas, qui sont le pire paysage de l'écosystème, mais n'y connaissent rien. Et malheureusement, on se heurte souvent à des réfractaires en termes de discussion parce qu'ils n'y connaissent strictement rien. Moi, je pense fondamentalement, au-delà de ce que je disais avant, les magasins ont un rôle à jouer auprès des consommateurs, de les accompagner dans leur parcours de sevrage, dans l'information sur la nicotine ou les autres produits. Ben, nous, industriels, nous, fédérations, on a ce devoir d'aller chercher les pouvoirs publics, chercher peut-être les professionnels de santé, pour les informer tout simplement. Mais là-dessus, sur la question de l'information, le sujet, il est évidemment central, parce qu'une fois qu'on a réussi à faire avancer nos thématiques dans l'espace public, on a un contexte qui est plus propice à recevoir les messages. Mais si on prend les catégories d'émetteurs sur les informations sur le vapotage, l'industrie, nous, voilà, visite d'usine, information filière, par la voie de la fédération, par la voie des acteurs locaux qui vont aller convaincre, par exemple, du personnel hospitalier, faire de la pédagogie. C'est un sujet qui est absolument prioritaire et sur lequel on a beaucoup de pouvoir. Néanmoins, ça a aussi des limites parce que le rayonnement n'est pas suffisant pour atteindre la masse critique qui va faire basculer l'opinion publique en notre faveur. D'un autre côté, il y a des experts. Les experts sont extérieurs à l'industrie, on questionne leurs liens d'intérêt, mais ils sont légitimes à se positionner sur le sujet. Et on a des experts qui sont
en faveur de la vape, qui sont des gens exceptionnels, qu'on a eu sur les conférences précédemment, et qui vont dans les médias, aux heures de grande écoute, sur des grandes chaînes de télévision. Des associations aussi, comme la Vape du Cœur, ces gens-là. C'est la Vape du Cœur qui fait un travail absolument fantastique de terrain. Je pense que quand je suis allé sur leur stand, ils ont mis pour la première fois le mur de logo avec tous leurs partenaires. Ils n'avaient même pas la place sur le kakémono pour tous les mettre, tellement il y en avait. C'est un travail qui s'est fait assez discrètement toutes ces années, mais qui est en train de faire changer d'ailleurs de façon fondamentale la position de la Société française de tabacologie. Donc c'est vraiment absolument fantastique. Je reviens sur les experts. Le problème, c'est qu'il y a aussi des experts anti-vape. Et malheureusement, quand les experts parlent sur les plateaux télé, ils s'adressent aux Français, et les Français sont majoritairement non-fumeurs. Et malheureusement, un expert anti-vape va convaincre plus de personnes avec son discours parce qu'il va s'adresser à plus de non-fumeurs. Et c'est pour ça qu'on perd progressivement la bataille de l'opinion entre ces deux pôles d'expertise, et que le chiffre que tu donnais tout à l'heure du nombre de Français qui pensent que la nicotine est cancérigène, qui est pour moi un excellent indicateur de la question de la perception des produits de la vape dans l'espace public, augmente. Il y a de plus en plus de Français qui pensent que la nicotine est cancérigène. Autrement dit, qu'est-ce qui reste? Si les experts à des heures de grande écoute ne suffisent pas, si les professionnels et les associations, avec toute leur bonne volonté, arrivent à faire un travail, mais qui est malheureusement trop lent pour rattraper le rythme du travail de changement de la loi, il reste les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont seuls en capacité de permettre aux professionnels de santé, dans leur vaste majorité, de se positionner correctement en faveur des produits du vapotage. En général, ils font ça par le biais de l'avis d'une agence de santé, comme le HCSP, qui sort un rapport qui est censé permettre au gouvernement de se positionner avec des éléments de langage simples et lisibles sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le rapport du HCSP, qui a été mis à jour il y a l'année dernière, ne permet pas de le faire. Il est trop complexe, c'est un rapport un peu trop techno, qui est assez illisible et qui n'a pas permis aux professionnels de santé de se positionner en faveur du vapotage. C'est pourquoi les menaces sont très importantes à auditer là-dessus. Parce que le jour où il y a une réglementation qui vient bannir les arômes, qui vient mettre en place une taxe, c'est l'État qui met en place ça. Ce faisant, il envoie le symbole que le produit présente un danger pour la société. Une taxe, c'est une taxe dite comportementale. Elle vise à décourager les usagers d'aller vers tel ou tel produit parce qu'on estime collectivement qu'il présente un danger pour la société et qu'il faut compenser ces externalités négatives avec une recette fiscale. Le jour où l'État met en place une taxe, il se prive lui-même de prendre sereinement la parole en défense des produits de la vape, parce qu'il a déjà dit en creux que c'était pas bien. Et c'est là-dessus qu'il faut être militant et engagé. La question de la taxe, elle est prépondérante là-dessus. Le jour où il y aura une taxe sur les produits de la vape, on enlèvera au pouvoir public la possibilité de se prononcer en faveur de la vape. Et le même schéma continuera, des experts d'un bord et de l'autre, une population quand même majoritairement non fumeuse, et des professionnels et des associatifs qui font de leur mieux, mais ce n'est pas suffisant pour aller assez vite. On a abordé, en fait, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 menaces principales qu'on a abordées au fil de cette discussion. Il y a la question des puffs. A priori, ça va quand même dans un sens assez clair. La question des arômes, mais là, on sait qu'il y a quand même un combat qui est vital à mener et que c'est assez absurde. Il y a la question des paquets neutres et il y a la question, évidemment, des taxes. Alors, on est passé rapidement dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays européens qui sont taxés de manière finalement assez lourde. Ça peut être de l'ordre de, je crois, autour de 20 centimes ou 25 centimes ou 30 centimes par millilitre. 19 pays sur les 27 États membres. 19 pays. À quoi on peut s'attendre en France? Est-ce que c'est inévitable ou est-ce que la France va essayer de tenir une règle de zéro taxe, en tout cas pour les années à venir? En tout cas, c'est notre position. Alors, la position, évidemment, est de ne pas avoir de taxes. C'est clair, très clair. Et ça ne peut pas être plus clair, je le redis. On ne souhaite pas qu'il y ait de taxes sur les produits de vapotage. Aucune forme de taxe. Une TVA réduite. Parce qu'il y a une externalité positive sur les produits du vapotage. Ça améliore la santé publique. Ça améliore les comptes de l'État parce que ça réduit les dépenses liées aux maladies liées au tabac. Donc, il devrait y avoir au contraire une taxe incitative, une TVA à 5,5. C'est une demande qui est absolument pas audible aujourd'hui, mais il faut quand même la formuler, la faire exister, parce que c'est ça aussi le militantisme. Il faut tenter notre chance. Mais oui, et puis c'est oser dire ce qu'on pense et parler clairement. Il faut de la rationalité. Donc là-dessus, la taxe, le niveau d'alerte n'est pas très élevé actuellement, hein, parce que c'est des décisions qui, a priori, vont se prendre à Bruxelles, et avec les calendriers très complexes, avec les élections prochaines et la politique politicienne qui se passe tout là-haut, le niveau de menace a baissé.
Par contre, on a parlé des arômes, mais le paquet neutre, c'est une menace très concrète puisqu'elle est citée dans le PNLT. C'est quelque chose, pour bien comprendre, on peut se dire, aujourd'hui, un vapoteur qui est actif, qui va s'approvisionner dans sa boutique, on peut partir du principe qu'il a identifié les produits, il a rencontré les produits qui lui sont efficaces pour lui, il connaît leur nom, du FRM, de la chose par exemple, au hasard, et il va donc solliciter son conseiller pour avoir les bouteilles, il n'a pas besoin d'un packaging pour aller vers ses produits. Mais le problème, c'est que des fumeurs, il en reste plus de 10 millions en France. Et eux, ça leur rendrait le produit complètement invisible, c'est une invisibilisation du produit. Ensuite, c'est une assimilation du produit au produit du tabac, et la symbolique est absolument dégueulasse. Je suis vulgaire à dessein parce que je suis absolument outré par l'idée qu'on puisse avoir un paquet. Mais c'est le fait qu'on puisse avoir un paquet de cigarettes et un produit du vapotage avec les mêmes artefacts graphiques, c'est inconcevable. C'est-à-dire qu'on mettrait sur le même plan direct le poison horrible qui tue un de ses consommateurs sur deux et une solution créative, certes un peu disruptive, mais terriblement efficace. Qu'est-ce que ça signifie le paquet neutre? Ça veut dire que chaque fiole n'aurait rien d'autre que le nom de la fiole et un descriptif? Le problème, c'est que paquet neutre, ça a déjà été débattu en France autour de la mise en place du paquet neutre en France, qui est quand même un des rares pays, c'est Marisol Touraine qui avait fait ça. Bravo Madame la ministre, ex-ministre. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Symboliquement, c'est quand même assez cool. Moi, j'aime bien. Oui. Je trouve que ça défigure bien les paquets de cigarettes. Dans les faits, hein, quand on discute avec l'industrie du tabac, sur les marques établies, ça n'a rien changé. Oui, mais c'est un oligopole. C'est-à-dire que de toute façon, leur marché était déjà verrouillé. Leurs parts de marché se sont retrouvées verrouillées. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas envie que les parts de marché des opérateurs du secteur soient verrouillées. Il faut qu'on puisse continuer à faire de la conquête, de la croissance. Or, la neutralisation du packaging, elle fige les parts de marché. Ça, c'est un effet structurel qu'on a observé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le problème, c'est comme c'est écrit paquet neutre dans le PNLT et qu'il y a déjà paquet neutre dans la loi française, la tentation existe d'étendre le périmètre du paquet neutre tabac aux produits du vapotage. Je pense que c'est quand même difficilement concevable. On a des éléments pédagogiques qui sont suffisamment forts pour les amener à comprendre que ça serait une idée vraiment terrible, notamment parce que le vapotage a eu un effet très conséquent sur la baisse du tabagisme ces 10 dernières années, et c'est assez difficile de l'ignorer dans les baromètres quand même maintenant, notamment sur les plus jeunes. Oui, mais le pouvoir public ne dit pas que c'est grâce au vapotage Non, que le tabac baisse en France. Et encore une fois, pour rebondir sur ce qu'on a dit, Cédric l'a dit, c'est pas le paquet neutre qui a fait baisser le tabagisme en France. On sait tous que le seul levier pour faire baisser le tabagisme, c'est le prix du paquet. Malheureusement, les petites augmentations font qu'entraîner les recettes de l'État. Seuls des pays limitrophes comme la Grande-Bretagne ou alors l'Australie qui est de l'autre côté du monde qui a appliqué des mesures d'augmentation mais majeures sur leur paquet a fait baisser la prévalence. La France est en Europe l'un des plus mauvais élèves en termes de prévalence tabagique. Hein. Donc oui, le vapotage aide les gens à arrêter le tabac. Si en plus maintenant on leur montre des paquets neutres sur le vapotage, ça va être catastrophique, c'est une certitude. Hein. Et ça a augmenté de façon conséquente aussi le marché noir au niveau du tabac, ce qui est une catastrophe. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Allemagne, où le prix de la vape est devenu complètement délirant. Donc il y a toute une structure de marché noir qui se met en place. Comme la douane allemande est aussi performante que la douane française, il y a tout un tas de produits hautement nicotinés qui sont commandés pour les gens pour faire du die. Et évidemment, un jour, il va y avoir un accident grave. Donc, laissez-nous faire notre travail. Voilà. On le fait. On met les bons taux de nicotine, parce que sinon, il va se passer le même phénomène que Evali il y a quelques années. On ne va pas rentrer dans les détails d'Evali, mais c'est encore la vape qui va en prendre un coup, parce qu'on aura bridé un marché, bridé des professionnels. Les gens se seront emparés de leur petite liberté, auront commandé, pardon de l'expression, de la merde à l'étranger. Et là, on aura des accidents et également le développement de marchés parallèles. De toute façon, c'est les limites de l'exercice. Quand la réglementation est trop inadaptée par rapport aux usages et aux attentes des usagers, c'est entre le marteau et l'enclume, quoi. Il y a un moment où un fumeur se sent légitime à utiliser la méthode qui est la plus efficace pour lui pour arrêter de fumer. Peu importe s'il doit désobéir, en fait. Sa santé, il est légitime à l'estimer prioritaire à une réglementation inadaptée. Un recours au marché noir, quand l'État prive quelqu'un d'une solution efficace d'arrêt du tabac,
est légitime. Il n'est pas acceptable à large échelle parce qu'il entraîne des dérives forcément à la marge, mais à l'échelle individuelle, évidemment qu'il est normal d'aller se fournir à l'étranger quand l'État nous prive du produit qui permet d'arrêter de fumer. C'est là-dessus qu'il faut aussi sensibiliser les pouvoirs publics parce que personne ne souhaite cette situation, surtout en prenant comme point de départ la filière exceptionnelle qu'on a en France. Avoir l'idée de l'endommager à ce point-là, c'est ridicule. Ce que tu pourrais dire, de toute manière, on sait tous que c'est le marché noir qui est le pire à craindre. Et si on voulait avoir un axe de négociation auprès des pouvoirs publics, c'est leur dire non à la taxe, justement pour éviter le marché noir, parce que le marché noir fait perdre des recettes à l'État. Je pense qu'il y a un chiffre qu'on sous-estime tous, mais il paraît que 36% du tabac français fumé n'est pas acheté en France. C'est énorme, 36%. Et pourtant, il est fabriqué par l'industrie du tabac. Peut-être, peu importe. Donc c'est 4 milliards de recettes en moins pour la France. Hein. Donc demain, si on vient à réglementer ou taxer à outrance la vape comme l'Allemagne a pu le faire, c'est clair qu'il y aura un marché noir qui va se développer. C'est une certitude. Donc déjà d'une, ils vont perdre la TVA. Et si en plus ils perdent les ventes, donc ça n'a aucun intérêt. Et là où Cédric l'a souligné, et je pense que c'est important de ne pas le sous-estimer, les magasins ont certainement un rôle là-dedans à jouer aussi, c'est malheureusement que les gens vont acheter des produits ailleurs, non réglementés, moins qualitatifs, avec pas de garantie ou une absence totale de garantie des fabricants français. Des produits qui vont peut-être venir de Malaisie ou par des sites détournés ou autres. Oui, et du là, c'est catastrophique. dropshipping, AliExpress, Wish et compagnie, voilà. Donc là, la réglementation, elle ferait du tort, clairement. Je vous remercie. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Est-ce que Jean, tu veux conclure cette table ronde? Évidemment, donc il est 16 h. Si vous souhaitez continuer ce débat, on est disponible à la fin de cette table ronde. Jean, je te laisse la parole peut-être pour conclure. Adhérer à la FIVAP. Oui, je pense que c'est un appel à l'adhésion et encore plus important cette année que les 5 dernières années. Le contexte s'est tendu, on a perdu du terrain, pas faute de moyens pour le coup, parce qu'on a quand même travaillé très bien l'année dernière, mais je pense que parfois on ne maîtrise pas tout. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des énergies, des agendas personnels aussi, de personnel politique qui peuvent prendre le pas. Et que là, la FIVAP, qui est quand même une fédération très représentative, on a plus de 700 adhérents, qui portent fidèlement les valeurs de cette filière indépendante de l'industrie du tabac, autant les fabricants de liquides que la distribution spécialisée, a besoin d'exister, elle a besoin d'être vocale, elle a besoin de continuer à produire des documents techniques, des documents utiles aux décideurs. C'est ça, on doit aussi travailler pour les aider à mieux comprendre, et ça demande beaucoup de temps pour préparer ces argumentaires. Plus ils sont bien, plus ils sont convaincants, et plus on est convaincant, eh bien, meilleures seront les décisions qui seront engendrées. Donc effectivement, Cédric, je pense que c'est ça la clé. Ouais, c'est le bon moment pour adhérer et aller sur le site et cliquer sur adhérer. On a besoin de moyens en fait pour construire des dossiers béton, pour travailler avec des conseillers béton qui parlent avec les politiques, qui arrivent à convaincre les politiques. Et donc c'est important, même si vous êtes un petit shop à droite, à gauche, de donner 50 balles à la FIVAP tous les mois. Même 30. C'est 30, voilà, 30, de façon à ce qu'on puisse avancer. Je sais aussi qu'il y a une espèce de frustration dans la communication de la FIVAP vis-à-vis de ses membres, dans le sens où on ne sait pas trop ce que vous faites, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que c'est très difficile de faire des reportings, entre guillemets, de conversations qui sont faites en ultra off entre un lobbyiste, un Jean et quelqu'un qui va être la conseillère santé d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est un peu difficile de vous dire, bon, alors je vous fais un mail, on se dit rien, mais on s'est dit ça. Donc voilà, c'est un peu le rôle ingrat de la FIVAP, c'est qu'on ne peut pas communiquer sur tout, mais on avance sur des petits bouts et on essaie, c'est des petites victoires. Des fois, on recule, des fois on avance un peu, mais voilà, la FIVAP fait partie des associations avec la VAP du Cœur, SOVAP, qui font avancer les choses. Il y a d'autres mouvements qui font aussi avancer les choses. Je pense que Je suis vapoteur en fait partie. Il y a d'autres associations un peu plus petites aussi qui font avancer les choses
à leur échelle. Donc voilà, fédérons, défendons notre filière, défendons nos idéaux et surtout sauvons des vies. Merci beaucoup.